Voici les données d'entrée. Je vous propose d'étudier le renforcement d'une dalle de logement d'épaisseur 180 mm et de portée isostatique efficace égale à 5 mètres. Le béton existant est un béton de résistance caractéristique égale à 25 MPa. Le treillis soudé en sous-face est un ST60 de nuance B500A. Son bras de levier depuis la fibre supérieure est de 140 mm. Le chargement actuel, outre évidemment le poids propre de la dalle, est constitué d'un carrelage et de cloisons à hauteur de 200 kg par mètre carré. Et la charge d'exploitation actuelle est de 150 kg par mètre carré. L'objet de notre intervention, c'est donc le renforcement de cette dalle pour supporter non plus 150, mais 500 kg par mètre carré, soit 5 kN par mètre carré. Faisons quelques calculs de moments fléchissants pour déterminer les sollicitations de la section et se donner un peu une idée du niveau de renforcement à atteindre. Je regarde d'abord ce qui se passe à l'état existant. J'ai une charge permanente répartie qui est égale au poids propre de la dalle plus les charges permanentes additionnelles qui sont de 200 kg par mètre carré, ce qui me donne un total de 650 kg par mètre carré ou 6,5 kN par mètre carré. Je calcule le moment fléchissant, PL carré sur 8, j'arrive à 20,3 kN par mètre. Je fais la même chose avec les charges d'exploitation qui sont de 1,5 kN par mètre carré, ce qui me donne un moment fléchissant de 4,7 kN par mètre. Je calcule mon moment sollicitant ultime 1,35G plus 1,5Q égale 34,5 kN par mètre. Et je me fais un petit calcul de coin de table pour vérifier la cohérence de mes données d'entrée en estimant rapidement la section de ferraille dont j'ai besoin pour équilibrer cette section dans les conditions initiales. MED sur 0,9D FYD donne 6,3 cm² par mètre. Mon treillis soudé m'en fournit 6,36. Tout va bien, les données d'entrée sont cohérentes, cette dalle a été a priori bien dimensionnée à sa conception. Je fais le même calcul à l'étape projetée. Les choses qui changent évidemment sont limitées dans ce cas aux charges d'exploitation qui passent de 1,5 à 5 kN par mètre carré. Le moment fléchissant dû aux charges d'exploitation passe donc à 15,6 et donc le moment sollicitant ultime passe à 50,6 kN par mètre. Si on fait le petit calcul, on se rend compte qu'on augmente quand même les sollicitations ultimes de l'ordre de 47% par rapport à l'état existant, ce qui est assez significatif. Lorsque vous augmentez les sollicitations de façon comme ça un peu importante, il ne faut pas oublier de vérifier les conditions d'application de l'avis technique du CSTB, en particulier lorsque vous êtes en bâtiment. Or, cet avis technique du CSTB, dans l'article 2.311, détermine ce qu'on appelle la vérification à la rupture pour limiter la proportion d'efforts qui, sur la section totale, serait à reprendre par du TFC. En clair, l'idée du CSTB, c'est de se dire, s'il y a défaillance du renforcement carbone, on doit pouvoir justifier que la structure tient en accidentel sans les renforts. C'est-à-dire qu'au prix d'une fissuration importante et de la suppression de tous les coefficients de sécurité, si je néglige la participation du carbone, ça doit encore tenir. Cette vérification à la rupture, elle prend cette forme-là. On appelle R1 la résistance de l'élément sans les renforts. Donc ici, c'est le moment résistant avant renforcement, 34,5 kN/m, et S2, c'est la sollicitation après renforcement, donc l'état projeté. En l'occurrence ici, c'est le moment sollicitant ultime projeté, 50,6. Je fais R1 sur S2, j'arrive à 0,68. Que dit cet article 2.311 ? Il dit que pour avoir le droit de renforcer avec du carbone, et d'ailleurs ça n'est pas limité au TFC, c'est une règle qui est applicable pour tous les renforcements composites sous avis technique CSTB évidemment, eh bien cet article nous dit qu'on doit vérifier R1 sur S2 supérieur à 0,63 pour un élément primaire et 0,5 pour un élément secondaire. Qu'est-ce qu'un élément primaire ? Qu'est-ce qu'un élément secondaire ? Un élément primaire se définit comme un élément dont la rupture entraînerait avec elle la rupture d'un autre élément porteur.
Par exemple, une poutre est un élément porteur. Si la poutre casse, il y a de fortes chances pour que la dalle qui s'appuie sur la poutre parte avec. Donc la poutre est un élément porteur. A l'inverse, la dalle est un élément secondaire puisqu'elle ne porte rien d'autre qu'elle-même. Donc ici, nous sommes bien en présence d'un élément secondaire. Nous devons donc vérifier R1 sur S2 supérieur à 0,5, ce qui est bien le cas puisque nous avons 0,68. Je suis donc dans le domaine d'emploi des renforcements composites. Je peux renforcer cette dalle avec du TFC. Je récapitule l'ensemble des données pour que tout ça soit bien clair. J'ai donc l'épaisseur de la dalle, la portée, la résistance du béton, le treillis soudé, sa nuance, son bras de levier. Et je vais détailler les sollicitations en fonction de si elles sont appliquées pendant le renforcement ou après le renforcement. Ça, c'est quelque chose qui est très particulier au renforcement d'une manière générale, et en particulier au renforcement composite, qui sont des renforts passifs. Et donc, il est important de tenir compte du phasage à l'ELS. Vous savez qu'en béton armé, lorsqu'on travaille à l'ELU, les matériaux sont plastifiés, donc on n'a pas nécessité de tenir compte du phasage de chargement, puisqu'il y a une redistribution des efforts au sein des matériaux du fait de la plastification du béton et des armatures. En revanche, à l'ELS, on travaille dans la partie élastique du diagramme contrainte déformation à la fois du béton et des armatures, et donc on ne peut pas se permettre de faire comme si les renforcements composites étaient là dès le départ, puisque de fait, au moment où on intervient, sauf à avoir préalablement vériné la structure, eh bien, la dalle supporte déjà ces charges permanentes. Et donc, il y a un état de contrainte initiale correspondant aux charges permanentes pour lequel les renforts ne servent à rien. Les renforts ne sont utiles que vis-à-vis des charges additionnelles, en l'occurrence les charges d'exploitation. Il y a donc un premier chargement actif sur la section non renforcée qui correspond au moment sollicitant lié aux charges permanentes, et un chargement additionnel lié aux charges d'exploitation qui va utiliser le renforcement par TFC, en tout cas à l'ELS. Donc c'est important de séparer les deux dans la détermination des efforts pour pouvoir phaser le calcul. Vous allez voir, on va passer désormais sur itfc.com et vous allez comprendre tout ça très simplement. Je reviens donc dans mon bâtiment, donc je suis en plancher haut du rez-de-chaussée, allons nous dire, je vais prendre le renforcement d'une dalle que je vais appeler dalle courante. Hop. Je définis son épaisseur, 180 mm. J'ai bien un béton C2530. Vous avez ici une liste de bétons assez standard que vous pouvez utiliser, mais veuillez noter que vous pouvez tout à fait créer une classe de béton particulière. Si par exemple vous avez des essais qui permettent de caractériser un béton à, je sais pas, 26,3 MPa de résistance caractéristique, eh bien vous pouvez très bien ici créer votre classe de béton, lui donner un petit nom et l'utiliser dans le cadre de votre calcul. Je ne vais pas le faire ici, je vais rester sur un béton C2530, mais sachez que vous pouvez le faire. Je vais ensuite ajouter les armatures dans la section. Donc ici j'ai une classe B500A. De la même manière que pour le béton, vous pouvez créer une classe d'armature passive ou de précontrainte si elle n'apparaît pas dans la liste qui vous est donnée ici. J'ai un treillis soudé qui est donc de 6,36 cm² par mètre de section à 140 mm de la face supérieure, pardon. Vous avez ici un rappel des limitations de contrainte applicables à l'ELS que vous pouvez bien sûr modifier dans le cadre d'un projet particulier. Ensuite, je me rends dans l'onglet chargement où là je vais introduire donc les sollicitations sous les cas élémentaires de chargement en tenant compte du phasage. Je rappelle donc que c'est très important. En l'occurrence ici, pendant le renforcement, sont présentes les charges permanentes. Je vais donc ici renseigner le moment correspondant aux charges permanentes. Et après renforcement, seront ajoutées les charges d'exploitation. Je fais donc l'hypothèse ici que le plancher est à vide pendant le renforcement. Il faudra évidemment s'en assurer pendant les travaux. Une fois que j'ai renseigné ça, je vérifie les combinaisons. Je peux cocher éventuellement plusieurs combinaisons, ELS quasi permanent, ELS fréquent. Ici, ça ne m'intéresse pas particulièrement, je vais m'en tenir à l'ELS caractéristique. Et bien sûr, à l'ELU fondamental. Donc j'ai
G plus Q à l'ELS et j'ai un 35G plus un 5Q à l'ELU. J'en viens à l'onglet renforcement qui permet de prédimensionner et ensuite de définir le calpinage des renforts sur la section transversale. Je sélectionne mon type de renfort. Vous savez que chez Fraissinet, nous avons 3 gammes de TFC. Le TFC 350 grammes par mètre carré, qui est notre gamme historique, le TFC 700 et le TFC 1100. La seule chose qui varie, c'est l'épaisseur de tissu. Et donc évidemment, plus je choisis une gamme élevée, plus je mets de quantité de TFC pour une même largeur. Je vais ici rester sur la gamme historique TFC 350. Le bras de levier du TFC est automatiquement déterminé par le programme à 180 mm, c'est-à-dire en sous-face de dalle. Il fait ça en fonction du signe du moment. Lorsqu'il détecte que vous êtes en moment positif, donc que la face inférieure est tendue, il vous met par défaut DF égale 180 mm. À l'inverse, nous serions en train de faire un renforcement en chapeau avec des moments négatifs. Il aurait mis DF égale 0 pour supposer que le TFC est en face supérieure. Je clique sur le petit bouton calcul qui va permettre par itération de déterminer la quantité de TFC dont j'ai besoin pour équilibrer la section à la fois à l'ELS compte tenu du phasage et à la fois à l'ELU. J'arrive ici à 2,3 cm² par mètre. Je vais disposer ce TFC en sous-face de dalle. Je sélectionne une largeur de tissu. J'ai le choix entre 75, 150, 200 ou 300 mm. Je vais par exemple rester sur des bandes de 150 mm de large. Je vais en mettre une seule couche et je vais choisir un espacement de 300 mm, ce qui me permet ici de vérifier une section qui est légèrement supérieure à la section qui a été prédimensionnée. Vous avez ici à droite le dessin de la section qui vous permet de visualiser un petit peu ce que vous avez sélectionné. Et ensuite, je passe à l'onglet Vérification qui va se charger de la vérification des états de contrainte à l'ELS et à l'ELU. Donc la particularité de l'ELS, on l'a vu, c'est le phasage. Vous avez une première phase où ne sont appliquées que les charges permanentes et ne participent que les armatures existantes, pas les renforts. Et vous avez un état final qui tient compte des charges additionnelles plus des charges permanentes d'origine avec le concours des renforts et qui permet donc de faire le calcul des sollicitations finales permettant de vérifier bien sûr toutes les contraintes limites qui sont imposées à la fois sur la compression du béton, la traction dans les armatures et la traction du TFC. Et à l'ELU, en revanche, on n'a évidemment pas de phasage puisque les armatures existantes et le béton sont plastifiés, donc il y a redistribution des efforts. On pourrait tenir compte du phasage, mais on arriverait à des résultats tout à fait similaires. Et là, vous voyez qu'on a donc un équilibre de la section avec un taux de travail qui est de 70%. Que signifie ce taux de travail? C'est le rapport entre le moment sollicitant et le moment résistant de la section renforcée. En l'occurrence, ça veut dire ici que la section renforcée permettrait à l'ELU d'équilibrer un moment qui vaut 50,8 sur 0,7. Donc vous voyez qu'on a ici une marge relativement confortable de l'ordre de 30%. Alors vous pouvez vous interroger, puisque tout à l'heure on a trouvé dans l'onglet renforcement une section requise de 2,3 cm² de TFC. On en a mis 2,4, ce qui n'est pas beaucoup plus. Et on a pourtant une marge de sécurité à la rupture de 30%. Eh bien, ceci est lié au fait que la quantité de TFC qui a été dimensionnée, dans le cas particulier que nous étudions là, n'est pas dimensionnée par l'ELU mais par l'ELS. En effet, si vous retournez dans l'onglet ELS et que vous regardez à quelles contraintes travaillent les armatures en deuxième phase, vous vous rendez compte qu'elles sont à 398 MPa pour 400 MPa admissibles. Et donc vous comprenez que c'est pour ne pas dépasser la limite de 400 MPa dans les armatures que la quantité de TFC a été entre guillemets gonflée par rapport à la quantité de TFC qui serait strictement nécessaire pour l'équilibre de l'ELU. Et donc ça, c'est la particularité de ce calcul en phasage qui est très important à faire et qu'il ne faut jamais oublier lorsqu'on fait du renforcement d'une manière générale et du renforcement composite en particulier. Nous pourrions nous arrêter là en disant qu'on a déterminé la quantité de TFC, mais je ne vais pas m'arrêter là, je vais explorer
les deux onglets suivants qui permettent de faire l'épure des renforts, c'est-à-dire de déterminer quelles sont les longueurs de bande dont j'ai besoin lorsqu'on se rapporte non pas à la section critique mais à la travée complète. Et ensuite, on fera la vérification des contraintes d'entraînement et du délaminage qui sont les vérifications particulières liées à l'adhérence du TFC sur le support, qui sont très importantes puisqu'évidemment, le TFC est une armature collée qui sollicite l'adhérence au support béton. Et donc, s'il y a un défaut d'adhérence, le renfort ne peut pas fonctionner. Je vais donc cocher épure d'arrêt des renforts. Ici, il s'agit donc de replacer la section critique pour laquelle on a dimensionné les renforts dans le cadre d'une travée. Alors je dis dans le cadre d'une travée puisque nous sommes en moment positif en sous-phase de dalle, mais sachez que vous avez une option renforcement sur appui. Si vous êtes en moment négatif à cheval entre deux travées, vous avez la possibilité également dans ce cas précis d'étudier l'épure. Nous avons donc une portée qui est de 5 mètres efficace. Ici, je dois rentrer la portée entre nus, qui est donc de 4 mètres 80. Et comme c'est une travée de 4 mètres, les points de moment nul se situent, pour avoir une portée efficace de 5 mètres, à respectivement moins 0,1 et 4,9 mètres. Voilà. Sachez que ce que vous introduisez ici, c'est la courbe en pointillé, c'est-à-dire la courbe RDM, et c'est la courbe bleue qui est utilisée pour les calculs, la courbe entrée plein, qui elle est la courbe décalée de 0,8H. Ok ? Par défaut, il place la section critique au milieu de la courbe parabolique. Sachez que vous pouvez évidemment modifier tout ça, que vous n'êtes pas obligé de travailler avec une courbe parabolique, vous pouvez utiliser une courbe triangulaire ou avoir recours à des données tabulées, c'est-à-dire rentrer vous-même des couples de valeurs x et m pour dessiner la courbe de moment sollicitant que vous voulez et qui correspond à votre cas particulier, puisqu'on n'est pas toujours face à des charges uniformément réparties. Une fois qu'on a déterminé la courbe de moment sollicitant en bleu, on s'occupe de la courbe de moment résistant en jaune, qui correspond à la courbe de moment résistant liée aux armatures existantes, et vous allez avoir une épure que vous allez pouvoir déterminer pour chaque lit d'armature. Ici, il y a un seul lit avec donc une seule courbe, mais on pourrait avoir quelque chose ici à pallier en fonction du nombre de lits. On va faire commencer les armatures à moins 0,15, admettons, et les faire continuer jusqu'à 4,95 avec une longueur d'ancrage de 0,15, admettons. Voilà. Donc, on a ici le tracé des deux courbes. Vous voyez que dans toute cette zone ici, la courbe bleue dépasse la courbe jaune. C'est donc la zone où le renforcement est nécessaire. Vous pouvez définir à la main l'épure d'arrêt des renforts ou vous pouvez simplement utiliser le petit bouton qui permet de faire le calcul automatiquement. À savoir que ce bouton automatique ne fonctionne que pour parabolique et triangulaire. Si vous avez recours à des données tabulées, il faudra faire manuellement l'épure en jouant ici avec ces deux petites cases. Une fois qu'on a fait les épures, il s'agit de vérifier les contraintes d'entraînement et de vérifier la délamination à l'extrémité des renforts. Je me rends donc sur l'onglet suivant. Voilà, il y a donc dans un premier temps la vérification de la contrainte d'entraînement. Pour rappel, la vérification de la contrainte d'entraînement est une vérification qui tient compte de la variation de l'effort tranchant, qui permet de calculer le glissement à l'interface entre le béton et le TFC sans prise en compte de la discontinuité particulière qui intervient à l'extrémité du renfort et qui est l'objet de la deuxième vérification qui est le délaminage. Donc pour l'instant je n'en parle pas. La contrainte d'entraînement, c'est donc quelque chose qui se vérifie sur toute la longueur de la bande. Généralement, c'est pas dimensionnant quand on fait du TFC. Pourquoi ? Parce que l'épaisseur du TFC est relativement modeste et que donc, tant qu'on n'a pas des couches de TFC importantes ou qu'on a recours à du TFC fort grammage, on a peu de chances d'avoir des problèmes de contraintes d'entraînement. En revanche, ce qui est souvent plus délicat, c'est le délaminage à l'extrémité du renforcement. Ici, on a entre guillemets de la chance puisque nous avons une contrainte de délaminage qui est de 1,1, qui est donc inférieure à la contrainte ultime.
il peut arriver que vous ayez, compte tenu de l'épure que vous avez déterminée au plus juste pour épouser la courbe de moment sollicitant, il peut arriver que vous ayez ici une contrainte qui dépasse la contrainte ultime et donc que cette condition ici ne soit pas vérifiée. Si tel est le cas, vous avez deux options. La première option consiste à allonger les bandes pour que la contrainte de délaminage diminue. Je m'explique. Qu'est-ce que c'est que la contrainte de délaminage ? Ça consiste à calculer l'effort dans le TFC à l'extrémité de la bande, en l'occurrence ici 55,4 kN par mètre de dalle, et pour 500 mm de largeur de TFC, puisque c'est du TFC 150 tous les 300 mm, ça fait bien 500 mm de TFC par mètre, à diviser cet effort par donc la largeur de l'interface et par la longueur d'ancrage du TFC qui est en l'occurrence de 10 cm. Ça vous permet de calculer la contrainte. Si cette contrainte est trop élevée, le plus simple, c'est d'agir sur l'effort à l'extrémité de la bande, qui dépend directement de la courbe des moments. Donc si je rallonge mes bandes, par exemple, qu'au lieu de 0,85, je l'avais commencé à 0,75, et qu'au lieu de la finir à 3,85, je la finis à 4,05, j'ai rallongé les bandes, et donc je vais réduire la contrainte puisque je suis dans une zone où le moment est plus faible, donc l'effort dans la bande est plus faible, et donc je fais chuter la contrainte. Vous voyez, j'étais à 1,1, je suis tombé à 0,9. Je reviens sur cette contrainte limite. Ici, vous voyez marqué 2 MPa. C'est parce que dans la partie géométrie et matériaux, nous n'avons pas renseigné les résultats des essais de pastillage, les essais SATEC, puisque nous sommes dans une phase de prédimensionnement dans lequel nous n'avons pas encore fait ces essais. Mais sachez qu'ils sont importants. La contrainte ultime de délaminage qui est prise en compte ici et qui est également prise en compte ici, elle est calculée de la façon suivante, c'est au maximum 2 MPa, de toute façon ça ne peut pas être plus, et si vous avez renseigné la valeur de FTK, il prend une valeur maximale de FTK sur 1,5. Par exemple, si j'ai déterminé FTK égale 1,5 MPa, il prendra pour taux limite 1,5 sur 1,5 égale 1 MPa et non pas 2. Et donc, vous voyez bien que dans l'exemple qui est ici, pour 1 MPa de contrainte d'adhérence, avec les 1,1 que j'avais tout à l'heure, ça ne marchait pas, mais en rallongeant les bandes, je suis arrivé à quelque chose qui peut fonctionner. Autre option, si vous avez un problème de délaminage, c'est ancrer les bandes avec des mèches, où là, l'effort ne sollicite plus l'adhérence au support, mais vous allez simplement mettre des mèches à l'extrémité des bandes pour ancrer l'effort. Vous avez ci-dessous les tableaux qui sont à utiliser. Ici, on est dans le cadre particulier de l'ancrage par flexion. Si les bandes sont arrêtées en dehors des points de moment nuls, vous avez effectivement une bande à ancrer dans une zone fléchie, donc dans un béton qui est tendu. Et donc, il faut utiliser la partie du tableau qui est traction par flexion. En l'occurrence ici, pour ancrer chaque bande de 150 mm, il faudrait utiliser 3 mèches 76 fils. Ce qui est gourmand en matériaux, en main d'œuvre, etc. Donc évidemment, quand on en a la possibilité, il vaut toujours mieux rallonger un petit peu les bandes pour ne pas avoir à utiliser de mèches à l'extrémité des bandes. Ça, c'est uniquement pour l'ancrage des mèches vis-à-vis du délaminage. Ça ne vous dispense pas de faire la vérification, notamment de l'ancrage de la bielle d'Abou, ce qui peut être dimensionnant, notamment sur les poutres où vous avez un équarrissage des sections au fur et à mesure qu'on se rapproche de la puce. Si vous avez une forte augmentation des sollicitations dans les poutres, vous pouvez avoir une défaillance d'ancrage de la bielle d'Abou. Et donc là, vous aurez la nécessité de rallonger les bandes et d'ancrer vos bandes avec des mèches à l'extrémité au niveau des appuis. Ce n'est pas une vérification qui est à ce jour incluse dans ITFC, mais vous êtes évidemment tenu de la faire. Nous allons terminer ce tutoriel par la présentation du dernier onglet, qui est donc la note de calcul. Lorsque vous cliquez dessus, il y a donc une note de calcul en PDF qui est éditée. Sur la page de garde de ce fichier PDF sont donc rappelés le nom du projet, le nom de la surface renforcée, l'élément
qu'on est en train de renforcer. Il est ensuite sous-titré à un petit rappel qui signifie qu'on est en train de renforcer en flexion avec du Foreva TFC, que ceci est une note de calcul qui a été éditée à telle date par tel auteur. Vous avez ensuite une petite table des matières et ensuite vous allez avoir le rappel de toutes les données et de tous les résultats que nous avons parcourus ensemble dans l'interface utilisateur. Voilà, résumé avec des tableaux, des graphiques, etc. Mais ce sont évidemment les mêmes données, les mêmes résultats que ceux que vous avez pu observer dans l'interface. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous invite à suivre nos tutoriels suivants qui sont consacrés au renforcement d'une poutre en béton armé à la fois en flexion et à l'effort tranchant. Et puis nous verrons également le renforcement d'une poutre équipée d'armature de précontrainte adhérente, puisque ITFC permet de faire cela. Et également nous verrons un exemple de renforcement de poteaux en compression grâce au confinement exercé par des cerces de TFC disposées sur la hauteur du poteau. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.